Aujourd'hui, nous accueillons Fanny Guéral, médecin devenue thérapeute gestalt et auteure talentueuse. Son dernier livre, Psy, jeune et randonnée aux éditions Erol, explore les relations mère-fille avec finesse. Avec plus de 70 000 lecteurs touchés, Fanny incarne l'authenticité et la compassion, une voix inspirante pour le bien-être émotionnel. Bonjour Fanny. Bonjour, bonjour Isabelle. Merci infiniment, Fanny, d'être présente donc pour cet épisode du podcast Le thé des thérapeutes. Voilà, je voulais vraiment vous proposer de venir parce que c'est vrai que le domaine de la gestalt thérapie, je ne l'ai pas encore abordé dans ces épisodes et ça peut être intéressant pour certains auditeurs qui voudraient peut-être en savoir plus. Donc, du coup, c'est vrai que on va peut-être vraiment aborder beaucoup ce thème-là, mais sinon, avant tout, quel a été le moment décisif? Vous avez décidé de passer de la médecine générale à la psychothérapie et en particulier la gestalt thérapie. Alors ça a été, je ne dirais pas qu'il y a véritablement un moment décisif, je dirais que c'est quelque chose qui s'est construit sur du très long terme, parce qu'au Oui, départ, quand j'ai fait médecine, quand même j'ai eu envie de faire médecine à l'adolescence, et quand j'ai fait médecine, je voulais être psychiatre. C'était d'accord. vraiment ce qui m'intéressait déjà, la thérapie. J'étais plutôt sur un versant psychanalytique d'ailleurs à cette époque-là. Et puis finalement, à l'hôpital, en tant que stagiaire, durant mes études, j'ai été déroutée par la psychiatrie hospitalière. Ça m'a pas convenu, ça m'a pas plu. J'ai pas aimé le côté trop médicamenteux. Il y avait certaines pratiques aussi, c'est aussi dû au contexte, hein, mais qui étaient un peu Mhm. déshumanisantes. Oui, Et du coup, j'ai décidé de faire médecine générale et puis de me former en parallèle à la psychothérapie. Et puis j'ai rencontré la Gestalt thérapie en tant que jeune médecin. Et voilà, je me suis formée à la Gestalt thérapie sur plusieurs années. Et au bout d'un moment, j'avais vraiment cet élan-là d'être thérapeute depuis très longtemps. Puis comme j'écris aussi, ça faisait beaucoup d'activités. Donc j'ai oui, décidé d'arrêter la médecine générale après 10 ans d'exercice et de ne oui. me consacrer plus qu'à la Gestalt thérapie. Ça, c'était il y a 5 ans. D'accord, ok. Et du coup, qu'est-ce que la gestalt thérapie? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors la gestalt thérapie, en gros en France, dans le paysage des thérapies, on a trois pôles. Oui, Le premier, c'est tout ce qui est d'inspiration psychanalytique, psychanalyse, thérapie analytique, etc. De l'autre côté, vraiment à l'autre extrémité, on a toutes les thérapies basées sur les neurosciences, donc avec les plus connues, c'est les thérapies cognitivo-comportementales. Et puis on a aussi le MDR, voilà, c'est donc ces thérapies-là, très concrètes, avec de l'action, thérapie brève souvent. oui, Pardon. Et puis entre les deux, on a un grand champ qui est celui des thérapies humanistes et relationnelles. Et la gestalt thérapie, elle se situe dans ce champ-là, déjà pour situer les choses. d'accord. Et puis après, la gestalt thérapie, c'est quelque chose qui a été théorisé aux États-Unis par un groupe de 7 personnes qui venaient d'horizons très différents et qui étaient européens pour certains. Sa particularité, c'est qu'elle ne se centre pas sur la vie psychique comme étant à l'intérieur de l'individu, comme le font toutes les autres thérapies, mais elle se centre sur ce qu'on appelle la frontière contact, c'est-à-dire que la thérapie, elle s'intéresse en premier au contact de la personne avec le monde. Et elle D'accord. considère que notre vie psychologique, en réalité, elle ne se passe pas à l'intérieur de nous, tout seul, isolé du monde, mais on ne peut pas être séparé du monde. Et l'individu, sa vie psychologique, en réalité, c'est ce qui se passe dans le contact avec le monde. D'accord, ok, très bien. Et donc, ces principes fondamentaux donc, de la gestalt thérapie, c'est quoi en gros? C'est vraiment ce côté où tout est relié finalement. Oui, c'est vrai que tout est relié. C'est l'indissociabilité entre une Voilà. personne et son environnement, c'est le principe premier. Ce qu'on dit, le livre fondateur de la Gestalt thérapie, il dit dès les premières lignes, il dit ce qui est premier, c'est le contact. Voilà. Et donc ça, c'est vraiment un concept fondateur de la Gestalt thérapie, c'est le contact. Et c'est de dire que on n'a pas une approche dans laquelle moi, en tant que sujet, je préexiste avant le monde, avec mes émotions, mes pensées, ma psychologie à l'intérieur de moi, sur lequel il y aurait une théorie, donc un savoir, et un thérapeute pourrait donner des interprétations. Et je dis pas que c'est une mauvaise façon de faire, hein, parce qu'il y a Bien sûr. énormément de thérapies qui fonctionnent comme ça. Mais en gestalt thérapie, on dit que ce qui est premier, c'est le contact et la situation, et que du coup, le sujet prédéterminé n'existe pas, mais que nous, en tant que personne, on est en permanence en train de s'inventer, en train de se créer dans notre contact avec le monde, et donc en échangeant.
Et le thérapeute, du coup, il ne va pas être centré sur juste la personne en tant que sujet sachant, mais il va être centré sur la rencontre, l'atmosphère de ce qui se joue, sur ce contact entre la personne et le monde, en faisant des va-et-vient entre qu'est-ce qui m'apparaît de mon patient, qu'est-ce que Mm. moi, qu'est-ce qui me traverse et qui pourrait m'aiguiller, m'indiquer des choses sur la situation, qu'est-ce qui se passe entre nous, donc dans ce va-et-vient permanent, et sans savoir préexistant sur l'autre, c'est-à-dire qu'on ne va pas travailler à partir d'une psychopathologie avec des étiquettes, mais on va vraiment s'intéresser à la singularité des gens et considérer que chaque situation est singulière puisque chaque personne est singulière. D'accord, très bien. Et quels sont les troubles de santé que vous voyez le plus souvent? Oh, c'est très varié hein, Ah, en thérapie. Beaucoup de gens qui viennent pour des questions d'anxiété, de dépression, le deuil, des phobies, enfin voilà, tout. Vraiment d'une personne à l'autre, les sujets abordés sont variables, mais donc je ne sais pas s'il y a une chose qui se présente plus souvent, puisqu'en plus, oui. en général, une personne arrive souvent avec plusieurs choses, mais en Mm, général, je dirais qu'on pourrait faire un point commun en disant que souvent, ça arrive à un moment où on a de vieux modes de fonctionnement, entre guillemets, qui nous ont été utiles autrefois dans une situation particulière. Et puis, ces modes de fonctionnement-là qui sont un peu usés et qui sont plus utiles, même qui desservent la personne, qui l'entravent, qui l'empêchent de croître, et oui. ben, à un moment, ça devient plus supportable, mais c'est difficile de faire autrement parce qu'on en a l'habitude ou ça fait sécurité, etc. Et donc, souvent, c'est dans ces moments-là que les personnes arrivent. D'accord. Donc, du coup, ça se passe plutôt entre vous et le patient. Donc, ça va être un dialogue, c'est ça? Ça va être une visualisation, ça va être des questions, ça va être avec le ressenti, l'intuition. Comment ça se passe exactement? Par exemple, quelqu'un qui vient vous voir pour un problème de dépression, comment vous allez en fait entrer en contact avec la personne et quelles sont euh, quelles sont les actions que vous allez lui proposer? Alors, ça va être du coup très singulier et très variable puisque Oui, le contact, il se fait avec chaque personne. Donc il y a pas de, alors c'est par un dialogue, hein, pour répondre à votre question d'accord. initiale, c'est la plupart du temps, ça passe avec, de la parole, c'est-à-dire c'est une thérapie qui se fait en face à face. Oui, La gestalt thérapie, elle a plusieurs courants, hein. Ça recouvre vraiment un éventail de pratiques différentes en fonction des instituts de formation. Parce que, comme je vous disais, il y a 7 personnes différentes qui ont contribué à fonder la gestalt thérapie. Et donc, c'est autant d'écoles de pensée un peu différentes ou d'influences un peu différentes. Et en fonction de l'orientation de l'institut de formation, il y en a certains qui vont plutôt du côté, par exemple, de l'inspiration psychanalytique ou plus du côté du développement personnel. Et mm, d'autres, comme moi, l'institut où j'ai été formée, vont plutôt du côté de la philosophie, comme la phénoménologie. oui, Ça va donner des postures très différentes. Donc c'est vrai que gestalt thérapie, le terme en lui-même, il englobe des façons de travailler et des écoles de pensée qui parfois sont assez éloignées les unes des autres. Ouais, ça, c'est important de le savoir. oui, Mais du coup, moi, ça va beaucoup se passer par un dialogue, mais il peut aussi y avoir des formes d'expérimentation, c'est-à-dire utiliser des objets ou des peluches, utiliser du dessin, des médiums mm, créatifs ou voilà, parfois faire parler les personnes. Enfin, vraiment, ce qui surgit dans la thérapie avec le patient, il faut que ce soit vraiment lié à ce que le patient amène. oui. C'est pas un protocole prédéfini. D'accord, ok. C'est-à-dire que si en parlant d'un coup quelque chose survient, et ça je le montre beaucoup dans mon dernier roman par exemple, hein, Oui, eh bien on va l'utiliser au service de ce patient, faire une mm, expérimentation si elle est d'accord. utile. On peut bouger les chaises par exemple, parfois ça peut être des petites choses, hein. Quand il y a des questions de distance qui surgissent, tiens, si je déplace mon siège comme ça, si je me Mm, rapproche, qu'est-ce que ça provoque? Si on tourne le regard, voilà. C'est mm, c'est expérimentation au sens large, ça revient à sentir les oui, choses. c'est vrai. D'accord. Donc, du coup, vous êtes également écrivain. Donc, et comment votre expérience d'écrivain se marie-t-il avec votre pratique de la psychothérapie? Est-ce qu'il y a des influences mutuelles entre vos deux passions? Oui, il y a des influences mutuelles, c'est certain. Déjà dans mon écriture, dans mes romans, je parle beaucoup de psychologie, de thérapie. Il y a toujours un personnage de psy dans Oui. chacun de mes romans. Après, c'est plus ou moins présent, hein, la dimension de psychothérapie, mais il y a toujours des ressorts, des soubassements psychologiques. J'explore toujours un thème
psychologiques dans mes romans. Et puis, je m'intéresse beaucoup à la dramaturgie, la narratologie, la façon qu'on a de raconter des histoires. Et c'est vrai que je trouve beaucoup de points communs souvent entre la façon dont on peut construire une histoire et puis le cheminement d'une personne en thérapie. Parce que dans un roman, on raconte toujours l'histoire d'une transformation, C'est d'un vrai, c'est cheminement. ça. Et Mhm. c'est vrai que parfois, il y a pas mal de points communs. Et puis après, D'accord. dans ma pratique, très souvent, mes patients le savent, et c'est vrai que ça colore, je pense, ma présence ou ma façon de parler, ou voilà, parfois, certains patients veulent écrire une lettre ou veulent passer par ce canal-là. Et puis, parfois, certains patients m'écrivent aussi entre les séances, ou voilà, donc ça s'influence mutuellement, effectivement. J'ai écrit un roman initiatique intitulé Le pianiste de l'âme aux éditions Hello. Vous pouvez vous le procurer sur toutes les plateformes. Belle lecture. Et c'est vrai que moi, je pars souvent du principe quand je reçois des patients donc, pour des consultations en naturopathie, souvent, je dis que tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Et c'est vrai que des personnes, par exemple, qui vont avoir refoulé de la colère ou une grosse douleur, en fait, qui n'en a jamais parlé, qu'il n'a pas forcément très bien exprimé, en fait, ça va se révéler après avec des troubles de santé. Ça peut avoir peut-être des crises de panique, ça peut avoir des problèmes de dos, des problèmes d'estomac, etc. Est-ce que vous retrouvez ça dans votre Oui, clientèle? j'ai une phrase très similaire en tête, entendue Oui. plusieurs fois en formation de Gestalt thérapie, qui est ceux qui insistent, insistent pour exister. Ah Et c'est oui, vrai que c'est un peu le même genre de chose, c'est-à-dire qu'en général, et quand quelque chose a besoin de se dire, de venir, elle va insister, elle oui, va, elle c'est va vrai. revenir. Et, C'est vrai. c'est... C'est ça. Donc, il faut vraiment quand même apprendre peut-être à partager. Déjà, aller voir peut-être un professionnel. C'est vrai que pour pouvoir mettre des mots sur ce qu'on vit, parce que c'est pas facile aussi d'exprimer ce qu'on ressent après une épreuve, etc. Et c'est vrai que ça permet aussi de mettre des mots et de s'entendre dire les mots. Ça permet aussi de libérer les mots MAUX. Ça aussi, sûrement. Mhm. Oui, tout à fait. Voilà. Donc du coup, qu'est-ce qui vous justement vous a attiré qu'est-ce qui vous a attiré vers la gestalt thérapie? Parce qu'il y a tellement d'autres techniques et pourquoi la gestalt thérapie plutôt? Alors en fait, c'est vrai qu'au départ, dans mon parcours, moi j'ai plutôt, je disais, été du côté de la psychanalyse, hein. J'ai fait une thérapie psychanalytique parce que, voilà, j'ai fait un travail personnel comme, c'est nécessaire pour, Oui, être thérapeute. oui, En tout cas à mon sens, hein, parce que c'est vrai que toutes les écoles de pensée partagent pas cette idée, mais, moi je crois vraiment que sans travail personnel, c'est très compliqué d'être thérapeute. oui. Et donc ça m'a beaucoup apporté ce travail-là, mais qui est quand même très intellectuel et qui permet de mettre au jour, un certain nombre de choses. Mais c'est vrai que plus tard, par l'intermédiaire d'un thérapeute, j'ai découvert la gestalt thérapie, et donc je suis allée, tester des stages de groupe pour voir comment ça fonctionne. Parce que la gestalt thérapie, ça se pratique aussi en groupe, hein, pas seulement en individuel. Enfin, c'est aussi une possibilité. Et c'est vrai que là, d'un coup, j'ai été frappée par cet angle d'approche. J'ai trouvé quelque chose de très humain, parce que c'est vrai que, ce que je vous disais sur le contact, sur la situation, c'est quelque chose qui laisse pas du tout le patient seul, et moi, j'aime beaucoup cet angle de vue-là. C'est-à-dire que, c'est l'idée qu'on est ensemble dans une situation, et ce qui se passe là, c'est une co-construction entre nous, et donc vous êtes pas seul avec ce qui se passe, hein. C'est un peu ça, pour le D'accord. patient. Oui. Et du coup, il y a quelque chose qui est très soutenant, je trouve. Et puis aussi, le fait que la gestalt-thérapie, c'est une thérapie qui s'intéresse beaucoup au corps, à la corporalité, à l'intercorporalité des personnes en présence, aux Hmm, émotions. Enfin, c'est très global, unifiant. Et, euh, et centré sur l'instant présent, avec beaucoup d'accueil. Il n'y a pas d'interprétation, hein, parce que c'est ce que je vous disais. oui, Moi, c'est je vais ça. vraiment accompagner le patient pour qu'on déplie ensemble ce qui est présent pour lui. Mhm. Et les prises de conscience, en fait, ça va pas être le patient qui parle et au bout d'un moment, j'interprète ou je lui dis quelque chose ou je lui dis ce qu'il doit faire. Mais on va déplier ensemble, et je vais l'aider à vraiment soutenir ce qu'on appelle la figure en construction, parce que Gestalt, ça veut dire figure en allemand. D'accord. Donc, c'est l'idée qu'au départ, on ratisse un peu là ce qui est là, c'est indifférencié, c'est flou. Et puis petit à petit, on met des briques, et moi, je vais essayer de soutenir la construction de cette figure jusqu'à ce qu'elle soit
plus clair. Et Hmm. là, il se produit des prises de conscience, mais vraiment dans la rencontre entre nous et c'est du sens qui est construit sur le vif par le patient. D'accord, Et ok. ça, je trouve ça très, très humain et très respectueux du cheminement des patients. D'accord. Donc, du coup, est-ce que la gestalt thérapie met l'accent sur la prise de conscience de l'ici et maintenant? Oui, tout à fait. C'est ça, hein, C'est c'est aussi un vraiment ça. concept central, oui. C'est Oui. pour dire que ce qui existe, c'est l'ici et maintenant. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas référence au passé, hein, pas du tout, ni aux Hmm. souvenirs, ni à l'histoire des personnes, ni au futur, mais que au moment où un patient me raconte un souvenir, je vais toujours me demander en quoi ça parle de sa situation actuelle, parce que des souvenirs, la personne, elle en a des millions, elle en a Oui, plein, c'est plein, sûr. plein. Mais elle va choisir celui-là maintenant, tout de suite, et elle me l'adresse à moi. Et Hmm. donc, du coup, ça a un sens en soi. Et donc, je vais non seulement écouter ce souvenir, ce que la personne me dit, les informations que ça m'apporte, mais en même temps, je vais être avec un questionnement avec plus de recul pour me demander bah, comment est-ce qu'elle me le raconte, quel verbe elle emploie, de quelle Hmm. façon elle le raconte, quelle atmosphère ça met, qu'est-ce que ça peut dire de son ici et maintenant, etc. Donc, on va toujours se recentrer quand même sur cet ici et maintenant. Et souvent aussi, pareil, on va s'intéresser à comment le patient, ce qu'il ressent, quelle posture il a, et les petits ressentis qui le traversent, parce que ça parle souvent l'expérience en cours, elle parle en général de ce qui occupe le patient dans la vie, hein. Bien sûr. C'est le laboratoire de la thérapie, c'est que le patient, il arrive et tout ce qui le préoccupe, ça vient tout de Hmm. suite. Mm. D'accord. Et du coup, comment aidez-vous vos clients à cultiver justement cette plus grande conscience de soi et de leur environnement? Alors, ça peut se faire de différentes façons, et là aussi, ça dépend vraiment des personnes, de là où elles en sont. Il y a Oui. des gens qui parlent très facilement de ce qu'ils ressentent, euh, qui font beaucoup de liens. Hmm. Il y a des gens qui ont une grande conscience corporelle déjà, ou qui font du yoga ou qui ont des pratiques corporelles qui sont aidantes. Et puis, il y a des gens qui se sentent très coupés de leur corps. Ah oui. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir réunifier l'expérience parce que c'est pas qu'on a un corps, c'est nous sommes un corps. Et C'est oui, un peu c'est ça ça. l'idée. Hmm. Et donc, ça peut être en les questionnant de temps en temps sur, tiens, qu'est-ce que vous sentez là? Ou je vous vois dans cette position-là, je vous vois affaissé sur le fauteuil. Mais je peux dire aussi ce que ça m'évoque éventuellement pour donner une perche et voir si la personne, ça lui parle, si ça lui parle pas. Mais en faisant attention, parce qu'une personne, par exemple, qui a l'impression qu'elle ne sent pas beaucoup, si on lui pose trop de questions, ça peut susciter de la honte aussi. Et oui, c'est ça. Bah, je sens pas, etc. Donc, c'est vraiment à doser. C'est pour ça que je dis que c'est toujours dans la rencontre et la singularité que ça se passe. Ça peut être aussi tout simplement de dire, ah ben moi, je sens comme de la lourdeur. Est-ce que ça vous parle? Amener déjà moi un petit quelque chose que je ressens pour faire comme une éducation d'attention au corps, quoi. C'est comme soutenir l'attention au corps de la personne, mais en montrant un petit peu, par exemple, comment moi je ressens. Tiens, ça Voilà. vous aide à ressentir. Voilà, donc, D'accord. c'est en s'adaptant à là où en est le patient. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous partager une expérience ou une anecdote qui vous a profondément marqué dans votre parcours en tant que psychothérapeute? Parce que je suis sûre que vous en avez Oh, voilà, de c'est ça, j'étais en multiples. train de me dire, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. Et oui, Et puis en plus, je veux faire attention à ce que des oui, personnes bien ne sûr. puissent pas se reconnaître, bien Évidemment, sûr. évidemment. Mais c'est des expériences de transformation, je crois vraiment, qui sont Voilà, c'est ça. marquantes, hein. Oui. Et avec le fait de ne pas savoir au départ où la personne va être après la thérapie, à la fin, au moment où la thérapie se termine. Oui. C'est-à-dire qu'il y a, en gestalt thérapie, on a beaucoup cette idée d'absence de projet pour l'autre. Alors c'est vrai D'accord. qu'au départ, on a un projet qui est d'être thérapeutique quand même, hein, Et oui. voilà, c'est le Oui. projet. Mais sorti de là, on va essayer de s'extraire vraiment de tout projet. Et pendant la séance, on va essayer de jamais avoir de projet pour l'autre, hein. C'est par exemple quelqu'un qui arrive et qui dit bah, dans mon couple, ça va pas. Je vais pas me dire, ah bah, il faudrait qu'il quitte son conjoint ou Hmm. qu'elle quitte son mari ou qu'il quitte sa femme, etc. Je vais pas me dire, ah bah, il faut qu'ils restent ensemble, etc. Je vais avoir aucun projet.
Oui, donc c'est Et l'instant présent. voilà, c'est vraiment, on chemine ensemble pour que la personne puisse trouver ce qui est bon pour elle. Donc c'est vrai D'accord. que voilà, des souvenirs marquants, ça va être des personnes comme ça qui font un chemin incroyable parfois de Hmm. transformation, souvent guidé par un grand élan vital, et qui fait que parfois, voilà, c'est assez bluffant D'accord. à voir. Mm. Et est-ce qu'il y a parfois aussi des enfants qui viennent vous voir? Avec leurs parents, bien évidemment, mais est-ce que vous traitez aussi les enfants? Alors non, pas pour ma part, je ne reçois pas d'enfants. D'accord. J'ai des grands adolescents, mais pas d'enfants. Et c'est pas quelque chose qui m'attire beaucoup, la thérapie des enfants, Oui, d'accord. parce que c'est vrai que j'ai toujours trouvé ça compliqué, le fait qu'il y ait une forme d'impuissance pour les enfants, c'est-à-dire que parfois ils sont coincés dans des situations un peu difficiles. Et voilà, moi je crois que peut-être que j'aurais du mal avec ça, c'est une de mes limites en tant que thérapeute, et c'est important de connaître ses limites et de pas, si on n'a pas, si on sent que on serait pas forcément un bon thérapeute à cet endroit-là, ou qu'on n'en a pas l'envie, Oui, je crois bien que c'est sûr. important de ne pas le faire. Mm. Voilà, exactement. C'est bien de le sentir soi-même. Et alors, du coup, vous avez écrit donc un livre qui s'appelle, le dernier livre, donc qui s'appelle Psy, jeune et randonnée, Mm. et qui explore vraiment les relations entre mère-fille avec finesse. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, justement, sur ce sujet? Oui, eh ben, le Psy jeune et randonnée, c'est un livre que j'avais envie d'écrire depuis très longtemps. Oui, L'idée initiale, vraiment, elle est partie d'une lecture d'un livre de psychologie qui s'appelle Parents toxiques de Susan Forward. C'est un oui, best-seller américain, hein, sur le sujet. Alors, le titre est un peu brut de décoffrage, mais c'est un livre très intéressant qui parle de relations dysfonctionnelles. Et c'est une psychologue qui raconte un peu comment elle chemine avec ses patients pour passer d'un moment d'une situation où les patients subissent à une situation où les personnes sont plus actrices de leur histoire, dans une histoire où ces personnes ont eu des parents avec une relation dysfonctionnelle. Et c'est vrai que je m'étais dit, ah bah tiens, il y a quelque chose de très intéressant là, que je mettrais bien en roman, en récit, dans un livre. Et ça, c'est voilà, une idée qui m'a accompagnée longtemps. Et puis, devenue gestalt thérapeute, j'ai eu envie de le raconter avec un cheminement en psychothérapie. Et donc, j'ai écrit ce livre qui raconte un chapitre sur deux, une psychothérapie du point de vue de la thérapeute. C'est un livre dans un livre. oui, Et puis, en parallèle, on suit l'histoire d'Angela, qui est médecin généraliste et qui part faire un stage de jeûne et de randonnée sur l'île de Ré, un peu contrainte et forcée parce qu'elle n'a pas du tout envie d'y aller, hein. C'est un cadeau ah, qu'on lui d'accord. a offert. Et Oui, qui lit ce livre en même temps que nous le lisons. Et elle, depuis toujours, elle prend soin de sa mère dépressive. Et donc ce livre, et puis les rencontres qu'elle va faire, et ce qui va se passer durant le stage de jeûne et de randonnée, bah, ça va l'amener à réfléchir à sa situation, d'accord. à la relation qu'elle entretient avec sa mère. Avec sa mère, d'accord. Et du coup, justement, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu les conflits que peuvent vivre la mère et la fille, justement, tout le long de leur vie ensemble et depuis sa naissance, en fait? Du coup, c'est vrai que la relation mère-fille est toujours soit magnifique, soit conflictuelle. Et du coup, est-ce que vous avez justement des conseils ou des petites pépites, des clés pépites pour justement fluidifier les relations entre une mère et une fille? Oui, alors c'est une vaste question, hein, tout ça. Déjà, c'est vrai que, alors moi, je reviens souvent à ce concept de Donald Winnicott, qui est psychanalyste, qui est celui de la mère suffisamment bonne, hein. Il y a un petit livre, hein, qui porte ce titre-là. Et la mère suffisamment bonne, c'est l'idée que pour un enfant, c'est important que la mère soit bonne, mais suffisamment. Oui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'être une mère parfaite non plus, Mmh. mais d'être une bonne mère attentive aux besoins de son enfant et d'avoir des réactions ajustées. Ça permet qu'il y ait ensuite ce qu'on appelle en psychologie un accordage affectif, c'est-à-dire que la mère et l'enfant vont s'accorder ensemble affectivement, Oui. et avec des rééquilibrages, c'est-à-dire que s'il y a des désaccordages, eh ben, on pourra avoir du réaccordage des petits ratés. Oui. Donc, si une mère est pleinement disponible ou disponible pour son enfant, et suffisamment souple et fluide pour faire ça, bah, voilà, il y aura toujours des ratés, des moments de dysfonctionnement, mais on peut les réparer voilà, en parlant, en revenant dessus, en se réaccordant. Mmh. Et puis ensuite, donc moi, je crois beaucoup à cette idée de réparation quand même, quand il y a suffisamment de sécurité dans une relation. Bah, il y a toujours moyen de parler dans ce cas-là.
Je dis toujours, mais c'est pas toujours en général, hein. Pas Quand il y a toujours évident. suffisamment de sécurité, Oui. quand il y a de l'élan bilatéral, mais après, il y a certaines situations dans lesquelles c'est pas possible. Et c'est pour ça que moi, je dis qu'il y a pas de projet en thérapie, hein. Le seul projet, c'est d'être avec les gens là où ils en sont. Et je crois pas que, par exemple, quand on est adulte, pardonner à un parent avec qui ça a été extrêmement difficile, ça soit un but en soi. C'est Oui. vraiment à la personne de voir ce qui est bon, juste pour elle, comment ça se passe, comment elle chemine. Mhm. D'accord. Donc vraiment, c'est toujours faire du sur-mesure, l'idée. Mm. D'accord. Et du coup, quel conseil vous donneriez aux parents qui souhaitent vraiment adopter une approche bienveillante avec leurs enfants? Euh, Déjà, je pense que ça passe beaucoup par le travail sur soi, entre guillemets, pas forcément en thérapie, hein, mais bon, ben, moi je connais bien la thérapie, mais parce que l'éducation, c'est comme un discours. On dit que dans un discours, quand on parle, c'est 80% du non-verbal et 20% les mots, le verbal. Et l'éducation, il y a beaucoup de ça aussi. C'est-à-dire qu'on aura beau dire à nos enfants, aie confiance en toi, ne sois pas Hmm. stressé. Mais si nous-mêmes, on est plein d'anxiété, de Eh stress et oui, qu'on n'a pas du tout confiance en nous, c'est plutôt ça qui va passer, sans que ce soit prémédité, mais ça se passe, hein. C'est vraiment, ça se fait comme ça. Les enfants, ils sentent, ils sont modelés par la situation. Et donc hmm. déjà, si on arrive à soi, s'autoriser à prendre soin de nous-mêmes en tant que parents, ben, je ne crois pas du tout que ce soit égocentrique, parce que parfois on dit, bah, je parlais de soi en thérapie, par exemple, c'est égocentrique, mais en réalité, prendre soin de soi, ça permet de mieux prendre soin des autres. C'est Donc ça, vrai. ce serait une première chose. Et puis ensuite, bah, ne pas hésiter à s'appuyer sur les ressources disponibles. C'est vrai qu'en termes de bienveillance éducative, il y a de nombreuses ressources. Et moi, je crois beaucoup en tout ça. Et je ne crois pas du tout dans les détracteurs de l'éducation bienveillante, parce que je crois que parfois les gens sont très réducteurs, Oui, mais que aller vers tout ce qui est comme dans la lignée de la communication non violente, ou dans ce qu'écrit Isabelle Filiosa, oui, Faber et Maslich, Catherine Guéguen, toutes ces personnes-là qui ont une réflexion, que c'est de la pensée complexe, hein, c'est pas du tout quelque chose de réducteur. Je oui, crois que ça peut être très utile pour les parents, et c'est sans cesse à réinventer, parce que les enfants, ils poussent les parents à être très créatifs. oui. Ils poussent les parents dans leur retranchement. Ils vont venir réveiller spécifiquement les blessures. C'est toujours comme ça, hein. Hmm. Mais du coup, cheminer en s'ajustant au fur et à mesure, et en n'hésitant pas à chercher de l'aide, à chercher du soutien, de la réassurance, parce que souvent, les parents, ils ont besoin de ça. Ils ont besoin Oui. de pas d'être enfoncés, mais au contraire d'être soutenus Et oui, c'est ça. dans leur rôle de parents. Mm. Oui, c'est vrai. Et justement, est-ce que vous auriez quelques petits conseils pour nous transmettre, euh, enfin, des conseils pour nous permettre de traverser des périodes difficiles dans la vie? Alors, ça peut être vraiment des conseils tout simples, mais c'est vrai que quand on se sent peut-être des fois désemparé ou perdu, voilà, comment on pourrait, là, d'ici et maintenant, ben justement, avoir une petite clé qui nous permettrait ben justement de souffler ou de trouver l'élan d'aller de l'avant, en fait. Mm. J'ai l'impression que peut-être même avant d'avoir l'élan d'aller de l'avant, Ouais. il y a peut-être à se poser et à observer ce qui est là, d'une certaine Mm. façon. Parce que peut-être que parfois, quand on va pas bien, ou qu'on veut pas voir certaines choses, peut-être qu'on a tendance à les pousser, à les mettre de côté très rapidement, en se disant ça devrait pas être comme ça, je devrais pas être comme ça, je devrais... Et qu'on se prive du coup de la possibilité déjà de sentir ce qui est là, déjà d'observer ce qui se passe. Ce qui ne veut pas dire Mm. qu'on n'a pas le droit de vouloir que ça change, bien sûr, mais déjà pouvoir être dans le constat de qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui me traverse, avec quelles émotions je suis. Et c'est vrai que le faire avec un tiers, bah, c'est pas mal, parce que ça permet d'avoir quelqu'un qui peut être un peu le réceptacle de ça, Mm. d'une émotion qui est là. C'est pas pareil de pleurer tout seul et de pleurer sur l'épaule de quelqu'un. Ah C'est non, c'est vraiment pas la clair, même c'est chose, sûr. hein. Ouais, ah ouais, c'est sûr. Et parfois, être traversé par ces émotions-là, bah, ça nous rend plus vivants. On se sent mieux avec. Donc, Mm. c'est vrai que voilà, dans les périodes difficiles, je crois que déjà pouvoir voir ce qui est présent, être attentif à ce qu'on vit, et avoir
une oreille bienveillante ou quelqu'un qui fait Mm. un accueil Et oui, c'est ça. qui soit sans conseil, sans Mm. jugement. Quelqu'un qui vraiment écoute et reformule, par exemple, hein, ça peut déjà être quelque chose de très aidant. Voilà, c'est ça. C'est vrai qu'avoir une oreille attentive aujourd'hui, c'est pas facile de trouver une personne voilà, qui est, comme vous dites, sans jugement, sans conseil. Parce que c'est vraiment ça, c'est vraiment être dans l'écoute active et c'est vraiment recevoir ce que l'autre a besoin de transmettre pour vraiment lui permettre justement de faire résonance. C'est ça peut-être pour et qui comprenne en fait que finalement, ce qu'il vient de dire, ça va lui revenir, mais il va trouver lui-même la question parce que ben, ça va faire résonance chez l'autre aussi. Et du coup, moi, ce que je me posais la question souvent, c'est que une personne adulte, quand elle va mal, à un moment donné, qu'elle se sent pas bien dans sa vie, alors qu'elle a tout pour être heureuse, elle a un super travail, elle a une famille aimante, mais il y a quelque chose qui cloche. Donc, est-ce que vous pensez que malgré tout, quand tout va bien en surface, il peut y avoir aussi mais dans les profondeurs, des blessures venant de l'enfance. Est-ce que vous pensez que quand même les blessures liées dans l'enfance, eh beh, on peut tout faire, mais à un moment donné, ça va ressortir à un moment donné? Alors, je ne sais pas si ça va ressortir à un moment donné, hein, c'est vraiment, ça dépend Ouais, des personnes, je pense. Mais oui, effectivement, quand il y a eu des choses difficiles qui laissent une trace aujourd'hui, c'est ce voilà, que c'est ça. je vous Oui, parlais tout à l'heure d'ajustement. En gestalt-thérapie, on parlerait d'ajustement conservateur, hein, c'est-à-dire que c'est une façon de s'ajuster au monde qui a été conçue dans des situations d'urgence affective où il y avait un danger, il fallait se protéger. Alors, on a pris oui, l'habitude de fonctionner comme ça. Par exemple, mes parents sont pas disponibles, peuvent pas m'écouter, alors je prends l'habitude de ne m'appuyer que sur moi-même. Je prends l'habitude de mettre un mouchoir sur mes besoins, de ne mmh, pas écouter mes émotions. J'ai pas le droit de pleurer, alors je pleure jamais. À la place, je me mets en colère. Je remplace une émotion par une autre. c'est Des ça. choses comme ça. Oui, au bout d'un moment, ben, il va Voilà. y avoir un moment où ça rendra plus service et il deviendra urgent de faire autrement. Mais si j'ai pas appris à le faire, ben, ça va être compliqué. Il va falloir trouver un moyen d'apprendre à le faire. Et c'est souvent ce qui se passe dans les situations que vous décrivez, c'est-à-dire que si en surface ça va, mais que Mmh, la personne elle sent un profond mal-être, et ben c'est qu'il y a quand même quelque chose qui ne va pas finalement. ouais, c'est ça. Que, Donc, et que souvent c'est peut-être même pas encore conscient. On est peut-être sous la surface de la conscience, ça n'a pas encore pu monter, et mmh, peut-être qu'avec en présence de quelqu'un, d'un thérapeute, ça va pouvoir se manifester parce qu'il y aura une sécurité suffisante ou une écoute attentive, hein. C'est vrai que mmh, vous parliez d'écoute, je vous rejoins beaucoup sur le fait que c'est compliqué et qu'il y a pas d'éducation, et ça, je le déplore beaucoup. oui, c'est vrai. Il devrait y avoir des cours de communication non Mmh, violente à l'école, moi je le c'est vrai. pense vraiment. Mmh, Parce que, finalement, on est éduqué dans quelque chose qui est bien souvent très éloigné de ce que peut être l'écoute dont les personnes ont besoin, dont les êtres humains ont besoin. Sans se précipiter sur, le fait de donner des conseils ou d'amener ses interprétations ou d'amener son expérience, sans penser qu'on a accès à l'expérience de l'autre. Parce que c'est ça ça. vraiment, on Mmh, n'a jamais accès à l'expérience de l'autre. mmh, L'expérience de l'autre, c'est lui qui la vit, elle est sienne. Alors on peut s'en rapprocher si on l'écoute, si on a de la curiosité pour ce qu'il vit lui, mais ouais. on peut pas savoir à sa place, on peut pas sentir à sa place. On peut pas dire: «Je sens que tu es triste», non. Mmh, J'imagine que tu es triste, mais je peux pas sentir que tu es triste, je sens pas pour toi, et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est pas répandu, mmh, dans la vie en général, et je crois que ça manque beaucoup. Ça c'est aussi avec ça va avec l'idée de l'empathie, hein, c'est de façon générale, mais c'est vrai que pouvoir trouver dans son entourage une oreille attentive, qui juge pas, qui arrive à se défaire un peu des enjeux émotionnels et de dire: «Ben, je t'écoute, j'endure avec toi le fait que ça va pas, que c'est difficile, que tu es triste, mais bon, on va rester là ensemble avec ta tristesse et je vais pas tout de suite essayer de te l'enlever ou de t'en sortir, mais ouais. je vais te laisser la place pour pouvoir la dire, et Mmh, puis que tu puisses, déjà te sentir moins seule et voir ce que tu peux faire pour que ça bouge». Je ouais. je crois que c'est assez rare malheureusement, mais c'est très précieux. Oui, très bien. Mais en tout cas, c'était, c'est un très riche, de très riches conseils. Est-ce que Fanny, vous aviez, quelque chose d'autre à nous partager? Parce que je sais que
en tant qu'auteur, vous accompagnez aussi des auteurs qui souhaitent justement se lancer dans l'expérience créative dans la conception d'un livre. Alors, comment ça se passe? Est-ce que vous leur donnez des conseils au quotidien? Est-ce que ça se passe par justement un programme que vous avez mis en place? Comment ça se passe tout ça? Alors, j'ai plusieurs façons de faire, de Oui, procéder. C'est vrai que ça a commencé pendant l'idée a germé pendant le confinement, parce que depuis longtemps, je voulais animer des ateliers d'écriture. Et puis, oui, pendant le confinement, forcément, c'est complètement tombé à l'eau. Mais du coup, j'ai lancé une activité en ligne de formation à l'écriture. Donc déjà, la majorité des auteurs que j'accompagne, c'est de cette façon-là, c'est-à-dire en autonomie pour eux, avec oui, des masterclass d'écriture en vidéo qui sont voilà, sur mon site et que les personnes suivent. Et puis après, souvent, ils m'écrivent s'ils ont des questions particulières, des choses comme ça. Et puis aussi, à part ça, je fais un peu de coaching individuel. Alors, j'appelle ça coaching parce que c'est pas de la thérapie. Donc ça, c'est avec des personnes qui souhaitent commencer un roman ou qui sont en train d'écrire un livre et qui veulent de l'accompagnement. Et là, j'ai à la fois ma casquette de thérapeute, c'est-à-dire c'est ça, que oui. ça peut être ouvert à ce dont la personne a besoin. Est-ce qu'elle veut préciser son projet d'écriture? Est-ce qu'elle ressent des blocages? Est-ce qu'elle a besoin d'en parler? Est-ce qu'elle se sent seule avec son manuscrit? Donc là, on peut aller plutôt Mhm. un peu du côté d'une forme de thérapie. Et puis sinon, j'ai ma casquette de coach littéraire qui aime beaucoup la narratologie, la dramaturgie. Et là, vraiment, on va aller plus dans la construction de l'arc trajectoriel du personnage ou de l'intrigue de l'histoire. Et puis chercher du coup ce qui dysfonctionne. Moi, j'aime beaucoup. Ça me passionne vraiment et je trouve que c'est très complémentaire du coup de la thérapie. Mhm. J'aime bien avoir ces deux casquettes-là. Et j'aime beaucoup accompagner les gens dans l'éclosion de leur roman, dans Ouais, ce c'est mode super. d'expression. Ouais. Mm. Et justement, est-ce que vous avez eu des personnes que vous avez accompagnées qui ont accompli leur rêve et diffusé leurs livres et avoir voilà, de belles ventes? Et oui, oui, tout à fait. Ah oui, il Oui, y a un bon, certain nombre d'auteurs qui sont arrivés au bout qui ont écrit plusieurs livres, même oui, maintenant. Et d'accord, c'est très chouette à voir. Mm. d'accord. Bah, écoutez, merci beaucoup en tout cas, Fanny, pour tous ces. C'est incroyable, vous avez multicasquette, c'est incroyable. En tout Merci. cas, vous donnez libre cours à votre créativité, c'est ce qui donne aussi cette magie aussi dans la vie, c'est voilà, exprimer ce qu'on ressent en soi, que ce soit par le biais de l'écriture, de la musique, de la sculpture ou autre. C'est vrai que ça permet aussi de faire éclore son potentiel. En tout cas, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, Fanny, avant Oui, de clôturer? déjà que je vous remercie beaucoup pour cette invitation. J'ai eu grand plaisir à parler avec vous et que Oui, je vous rejoins tout à fait hein, sur cette créativité. C'est tellement oui, important. Et c'est vrai qu'en Gestalt thérapie, on fait souvent un parallèle entre le jeu des enfants, la créativité des artistes et oui, la thérapie, parce que le but, c'est de créer, d'avoir justement des ajustements créateurs avec le monde pour qu'il y ait de la nouveauté, parce que quand la nouveauté apparaît, c'est là que du changement, de la transformation peuvent se faire. et oui, Puis c'est c'est vrai. vrai que si on sent un appel vers, vers des domaines créatifs, j'ai l'impression qu'il ne faut pas du tout se priver. Et notamment l'écriture, c'est quelque chose qui parfois est un peu le précaré de personnes qui seraient des auteurs touchés par la grâce. On a un peu cette image-là en Oui, c'est France vrai. hein, Oui, oui. de l'écrivain. C'est soit on écrit un livre, on a le prix Goncourt, soit il ne faut pas écrire, quoi. Parfois, c'est un petit peu ça. Et moi, Ouais, j'encourage vraiment les personnes à aller du côté de l'écriture si elles en ont envie, à se ouais, défaire des blocages scolaires. Et je vous rejoins vraiment sur le fait que c'est important, c'est ce mode d'expression, c'est voilà. primordial. Mm. Oser ses rêves et surtout, voilà, voir plus grand que ce qu'on peut imaginer. Parce que, ben, voilà, je sais que chacun a un potentiel en lui et à lui vraiment d'oser y aller, quoi, en fait. Et une personne qui a écrit un livre, comment faire pour ensuite démarcher les maisons d'édition? Parce que c'est souvent là où j'entends, moi j'ai écrit un roman initiatique l'an dernier, Le pianiste de l'âme, qui a été publié aux éditions Hello. Et c'est vrai qu'avant d'avoir eu un oui chez eux, j'ai eu 13 non ailleurs. Et du coup, c'est un parcours incroyable.
Et donc, justement, chaque fois, on me dit, mais comment tu as fait? Parce que les maisons d'édition, c'est difficile d'y accéder, etc. Et c'est vrai que, ben, juste oser. Et finalement, au bout du 13e, j'ai eu un oui. Et j'ai pu accomplir ce rêve. Et le deuxième est en cours d'écriture. Mais c'est vrai que euh, c'est pas, c'est surtout avoir la foi, ne pas se décourager. Et vous, quels sont les conseils que vous donneriez à ce sujet? Bravo déjà pour votre parcours. Ah, Et c'est gentil. c'est vrai que 13 refus, hein, Bernard Werber vous dirait Ouais. que c'est pas beaucoup, hein. Ah Il oui. y en a qui ont essuyé plus de refus que ça encore. Ouais. Euh, ne pas se décourager, je suis tout à fait d'accord avec vous. La persévérance, c'est la première clé, vraiment. Ouais. Il faut savoir que les éditeurs, ils lisent les livres qu'ils reçoivent, au moins le début, hein, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas forcément Hmm. lire en entier, mais ils feuillettent toujours les manuscrits, ils lisent le début. Si c'est intéressant, ils l'envoient en lecture à leurs lecteurs externes. Ouais, c'est Pourquoi? ça. Parce qu'ils ont la crainte de passer à côté d'une pépite qui arriverait par la poste, Hmm. parce il y a toujours des histoires comme ça. Ouais. Donc, si mon éditrice, chez Albin Michel, elle disait quand il y a un talent, il finit toujours par émerger. Elle, Ah. elle en avait la certitude. Et je crois aussi qu'il ne faut pas hésiter du coup à retravailler son roman, Hmm. à prendre l'avis d'un bêta-lecteur professionnel, par exemple, Ouais, c'est ça. euh, à, à rédiger un synopsis quand on l'adresse à des maisons d'édition, voilà, à le retravailler si besoin, à en écrire un deuxième si le premier n'est pas complètement réussi, parce que Mhm. parfois c'est comme ça. Moi c'est dans mon parcours, ça s'est passé comme ça. Mon premier roman, il n'était pas complètement réussi, même si voilà, il a quand même eu un certain succès, mais en auto-édition et dans un concours d'écriture, mais en réalité, il avait pas mal de défauts. Et puis, c'est en écrivant un deuxième livre, en m'appuyant sur les acquis et l'expérience du premier, que j'ai pu être édité. Donc, voilà, parfois, bah, c'est pas le bon roman, et puis il faut en écrire un autre. Ça Voilà, peut c'est être ça. ça aussi la clé, hein. C'est vrai. Moi, c'était parti d'un challenge. On m'avait dit pendant le confinement, allez, tu écris une nouvelle par jour pendant 30 jours. Et du coup, j'ai dit, ben allez, ok, j'ai tout mon temps, j'y vais. Et du coup, chaque jour, j'ai écrit une petite nouvelle. Et ça va pas être une nouvelle trop longue, mais une petite nouvelle. Et à la fin du challenge, mon compagnon m'a dit, mais choisis celui que enfin, la nouvelle que tu préfères et développe-la en roman. Et c'est ce que j'ai fait. Et du coup, ben, en fait, c'est parti de là, d'un challenge que j'ai relevé. Et je suis contente parce que j'ai été jusqu'au bout de ce challenge. Et aujourd'hui, je suis en train d'enregistrer donc le livre en audio avec de la musique et tout le bruitage en fait de cette histoire. Et du coup, c'est vrai que c'est un rêve que je réalise ben, du challenge jusqu'à l'enregistrer sous forme audio. Donc, c'est génial, quoi, en fait. Et c'est vraiment, c'est ce que je donne vraiment en conseil souvent. C'est vraiment d'oser parce que de manière, on perd rien. C'est vraiment, voilà, avoir le courage d'y aller. Et puis si c'est non, ben c'est non, mais c'est pas grave, et on va essayer ailleurs. Et puis voilà, comme vous disiez, peut-être retravailler aussi le texte, retravailler un petit peu le plan, retravailler les personnages et situations. Et c'est vrai que ça permet aussi de voir différentes, on va dire, différentes facettes de l'histoire. C'est ça aussi. Souvent, de découvrir l'histoire d'une nouvelle facette. Et ça donne un peu plus de richesse, souvent, au récit. Voilà, en tout cas, un immense merci, Fanny. Fanny Guéral, pour votre présence et votre partage inspirant aujourd'hui, parce que vous êtes une multicasquette sur différents plans. En tout cas, votre passion et votre talent nous ont profondément touchés et je vous remercie de tout cœur. Merci infiniment et Merci beaucoup, Isabelle. Merci pour cette avec, invitation. avec plaisir et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles inspirations. Au revoir. Au revoir. J'ai écrit un roman initiatique intitulé Le pianiste de l'âme aux éditions Hello. Vous pouvez vous le procurer sur toutes les plateformes. Belle lecture.